Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler notamment de mon anglais, mon expérience ici aux États-Unis, mon niveau avant d'arriver, mes conseils, qu'est-ce que j'utilise pour travailler mon anglais, qu'est-ce qui m'a aidé, tout ça pour que vous puissiez vous aussi, si c'est votre objectif, pouvoir donc vous améliorer, progresser et qu'on le fasse donc ensemble. Je n'ai pas oublié de prendre avec moi, puisque je vous ai posé des questions notamment sur Instagram, quelques questions pour savoir, pour orienter au mieux en fait ma vidéo et savoir qu'est-ce qui pourrait vous aider, mais aussi comment je me débrouille ici aux États-Unis, parce que je vous avoue qu'au début, c'était quand même une grande source de stress. Revenons tout de suite sur mon niveau de départ, puisque c'est quelque chose que je dois bien vous l'avouer, était une source de stress avant de venir aux États-Unis. Alors c'était, on va dire, un stress moyen, dans le sens où je savais que j'étais recrutée pour enseigner en français, donc déjà ça a enlevé quand même une partie de mon stress, mais je me disais, mon Dieu, va falloir que tu te débrouilles là-bas au quotidien. Pour la partie au début administrative, qui vont être plus complexes, peut-être plus difficiles à comprendre, qui sont là dans un contexte bien particulier, j'avais peur en fait de ne pas m'en sortir pour toutes ces choses-là. On va dire plus la partie administrative que de me débrouiller dans la vie de tous les jours. Je pense que ce que je redoutais le plus, c'était de ne pas être comprise ou de très mal comprendre les Américains. Je trouve que les Américains sont super ouverts. La majorité du temps, les réactions sont super positives. Je me mets à parler en anglais, ils comprennent très bien que je ne suis pas d'ici puisque je parle avec un accent. Moi, ils me demandent « Oh, mais vous venez d'où ?» Et donc souvent, je me retrouve à expliquer, à dire que je suis française, et donc généralement ils commencent à me dire quelques mots en français d'ailleurs, et c'est toujours très sympathique et jamais ni ils ne me corrigent ni ils me reprennent. On va dire que des fois ça peut être embêtant quand tu as envie de progresser. Comme ils sont très gentils et compréhensifs, ils osent pas te corriger et te dire ah bah tiens regarde ça on le dit plutôt comme ça et pas comme ça, ou je pense qu'il faut être dans la démarche de leur demander si je fais une erreur, voilà, n'hésite pas à me corriger, n'hésite pas à me dire pour la prononciation. Ça fait 2 ans maintenant que je suis ici. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens un peu plus, on va dire, apparentés à de la moquerie, où vraiment des fois la personne en face de moi, elle y mettait entre guillemets pas trop du sien, ou elle voulait vraiment pas faire d'efforts pour essayer de me comprendre. C'était super rare et la grande majorité des Américains sont super gentils à ce point de vue-là. J'ai une première question sur quel était ton niveau avant de partir aux États-Unis. Pour l'anglais, je pense comme tout le monde, j'ai appris l'anglais en étant à l'école, donc commencé à avoir des cours au collège et puis après au lycée, et j'en avais encore un peu à l'université. Donc en gros, mon anglais est un niveau, on va dire, scolaire de départ. Je suis partie 1 semaine à Londres pendant que j'étais au collège, et c'est vrai que j'avais trouvé que cette semaine d'immersion m'avait aidé à progresser et à comprendre beaucoup plus l'anglais. J'avais vu une vraie différence entre le moment où j'étais partie et après quand j'étais revenue. Il me semble que sort notamment du lycée, on est censé avoir un niveau B2. Et sincèrement, je pense, avant d'arriver, j'étais clairement pas à un niveau B2, parce que c'est le niveau que j'ai actuellement, on va dire, que je me dirige tout doucement vers C1, parce que de passer de B2 à C1, on passe vraiment du niveau, on va dire, advanced, et à ce moment-là, il y a certaines erreurs qu'il ne faut plus faire. On peut continuer à en faire, mais voilà, ça demande quand même un vocabulaire assez élevé, une grammaire qui est quand même pratiquement impeccable et beaucoup moins d'erreurs. J'étais peut-être à 2, vraiment. Je parlais un peu, j'arrivais à comprendre ce qu'on me disait la majorité du temps, mais pas tout. Et on va pas dire que j'avais des conversations exceptionnelles avec les gens. Je veux dire, sortie de l'université, j'ai commencé là à m'y réintéresser parce que pour moi, je me suis dit, peut-être au collège-lycée, je ne me rendais pas compte, on va dire, l'importance. Après, bon, on ne peut pas dire que l'enseignement que j'ai eu au collège-lycée, j'ai eu des super bons profs qui m'ont permis de reprendre de goût, on va dire, à l'anglais. Et malheureusement, j'ai eu aussi des profs pas super, on va dire. Et donc, malheureusement, ça a été des fois pas forcément, on va dire, facile, ni d'être motivée, ni de le travailler. Mais après, c'était aussi une part de ma responsabilité. J'ai commencé vraiment à me dire que l'anglais, je voulais que ça soit un objectif pour moi, parler au moins une autre langue couramment. Donc là, le fait de pouvoir partir à l'étranger, je me suis dit c'est génial, tu vas pouvoir t'immerger et je pense que ça va renforcer ton envie encore de l'améliorer. Première année, quand je suis arrivée ici, il y a eu plein de choses auxquelles s'adapter et l'anglais, même si ça a forcément évolué, donc je suis passée à un niveau B1 parce que je me débrouillais au quotidien. C'était pas, je travaillais pas encore assez mon anglais, même si j'avais plein de réunions en anglais notamment. C'est pas encore suffisant pour que, on va dire, je trouve pas que c'est à ce moment-là que mon niveau il a vraiment bien évolué. On va dire que je pense que c'est surtout cette année, là, l'année qui s'est écoulée, où je trouve que mon anglais a vraiment fait un bond, qui m'a évalué. Donc c'est un professeur, enfin en tout cas,
qu'un représentant dans la EFE qui m'a évaluée et on a discuté pendant au moins bien 30 minutes, peut-être voire 45 minutes. Et elle a évalué mon niveau d'anglais en fonction de comment je parlais. Et au début de l'année, elle m'a dit un niveau B1+. Elle m'a dit voilà, elle me fait pour moi, tu es très proche du niveau B2. Il y a eu 2 questions sur le fait de est-ce que parfois c'est compliqué de comprendre les Américains et est-ce que l'accent local est compliqué? Alors déjà, je dirais qu'au début, comprendre les Américains, oui, c'était pas facile. Je trouve qu'ils parlent super vite et il y a plein de mots dans la prononciation où ils mangent, on va dire, quelques mots. Et donc, j'ai demandé des fois plusieurs fois aux gens de répéter ou des fois, je l'avoue, malheureusement, j'ai dit oui alors que je savais pas du tout quelle question m'était posée. Voilà. Parce que vous savez, des fois, je ne sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais quand par exemple ça fait 3 fois que je repose la même question à quelqu'un, au bout d'un moment j'ai envie d'abandonner parce qu'en fait j'ai peur de déranger la personne. Je me dis mon Dieu, ça doit être super chiant que quelqu'un te demande 3 fois, tu peux répéter s'il te plaît? Et en plus il y a des moments, on va pas se mentir, où le cerveau il sature. Au début j'avais l'attention qui était super limitée. Comme l'anglais je galérais parce que j'avais pas un bon niveau, ça me demandait une concentration mais extrême, tout simplement d'écouter, de comprendre. Et il y avait des moments où mon cerveau, au bout de 2-3 heures, il me disait non mais en fait maintenant tu te débrouilles. Et pour revenir sur l'accent local, alors oui, l'accent local je trouve est compliqué des fois à comprendre. Les gens ils ont des accents plus ou moins on va dire marqués et à ce moment-là ça peut devenir des fois très compliqué de comprendre quelqu'un. En plus ici il y a quand même aussi plusieurs langues. Il y a le créole, il y a le français cajun, et il y a l'anglais. Bon, la majorité des gens, clairement, ici, parlent anglais. Bon, il y a aussi l'espagnol aussi, qui est très parlé aux États-Unis, mais c'est pas le sujet ici. Et c'est vrai que celui louisianais, il est pas très facile. Des fois, tu es là, tu te dis, mon Dieu, mais c'est moi qui suis nulle ou c'est juste que l'accent, il est super difficile. Et ça m'arrive encore maintenant, des fois, alors que je trouve quand même que mon niveau il est bien et que je comprends, pour moi je trouve au moins bien 90% des conversations, parce qu'il suffit vraiment peut-être que ce soit dans un sujet spécifique, j'ai pas encore tout le vocabulaire, mais des fois avec l'accent ça peut vite devenir compliqué. Je pense que la prochaine question que nous pouvons prendre, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton apprentissage? Pour moi, la partie la plus difficile à mettre en place, c'est l'oral, c'est-à-dire d'appliquer tout ce qu'on apprend réellement, que ce soit dans les bouquins ou quand on regarde des films. Et des fois je me dis mince, moi non, j'ai pas ce bon accent ou j'ai pas le même niveau. Alors c'est pas que je me compare, mais je pense que des fois juste, ouais, ça me met mal à l'aise parce que je sais que mon niveau il est pas non plus, voilà, tout au début. Là maintenant ça m'arrive de moins en moins parce que je sais que je progresse et en plus je suis dans un environnement où avec mes collègues on s'entend super bien et je sais que personne n'est en train de critiquer personne. Donc ça, j'avoue que ça aide aussi à prendre confiance, c'est-à-dire c'est super d'apprendre plein de choses. Des fois tu apprends plein de choses, moi c'est mon cas, et j'arrive pas à les réutiliser quand je les utilise à l'oral. Et c'est frustrant. Notamment au début, j'étais très frustrée parce que je trouvais que je m'exprimais trop simplement. En français, je suis capable d'avoir de la nuance que je pouvais clairement pas faire en anglais au début. Et donc j'avais l'impression que de parler qu'avec des mots très simples. Donc au fur et à mesure, donc j'ai commencé à me dire il faut que tu apprennes aussi du vocabulaire peut-être plus compliqué pour pouvoir à ce moment-là commencer tranquillement à pouvoir les utiliser et commencer à parler avec des mots peut-être de plus en plus compliqués et justement ajouter de la nuance. Commençons tout de suite à parler justement de ce que j'utilise. Ça rejoint justement une question. Quelles ressources et supports utilises-tu? Au niveau donc du livre, j'ai notamment le Basic Grammar in Use de Cambridge que j'aime beaucoup et qui permet en fait de revoir toute la grammaire du début jusqu'à un niveau plutôt avancé pour pouvoir justement être à l'aise. Parce qu'on va pas se mentir, si on n'a pas un minimum de grammaire avec les temps, comment on construit les phrases, etc., en fait on va pas bien loin. Je me rends compte que sur certaines choses, soit j'avais oublié, soit j'étais pas à l'aise, soit je faisais trop d'erreurs. Donc j'ai repris toutes ces bases pour ça et franchement je trouve que ce livre il est super. Ensuite, là c'est le nouveau Petite grammaire anglaise, elle est en français et le but c'est, vous voyez, quand on regarde collège et lycée, révision des bases de B1 et perfectionnement du B2. Donc j'ai trouvé ça pas mal et franchement je l'ai commencé dans les règles de grammaire, donc toutes les bases. Et je crois qu'à un moment donné, il y a aussi la possibilité de pouvoir avoir des exercices aussi pour l'écrit et pour l'oral quand on va sur le site. Donc ça franchement je le recommande aussi. Base de Léa English qui a un compte d'ailleurs sur YouTube
et sur Instagram. Elle a fait justement un petit pack de révision pour avoir les bases et pour remettre à niveau son anglais. Et donc je l'ai pris et c'est vrai qu'elle donne par exemple les adjectifs les plus courants, les verbes les plus utilisés, etc. Ensuite, pour YouTube, alors il faut savoir que je suis vraiment des chaînes qui parlent soit qu'anglais, soit qui sont français et qui expliquent comment ils ont appris l'anglais. Donc Léa English, où je trouve que j'aime beaucoup, elle fait des leçons, elle revient sur des points de grammaire, elle revient sur du vocabulaire, comment notamment utiliser certains mots plutôt que d'autres pour paraître plus bilingue. Aussi Véronica de Veronica's Language Diaries, qui elle est une russe qui a appris donc différentes langues et elle montre comment elle apprend ces différentes langues. J'aime aussi beaucoup Zoe Language, pas de nationalité anglaise au départ, mais elle apprend aussi plusieurs langues, dont le français d'ailleurs. Et elle parle pareil des ressources, de comment elle fait, de qu'est-ce qui est conseillé, comment même se servir par exemple des neurosciences pour pouvoir notamment travailler au mieux et apprendre le mieux une langue. On a aussi Caro Cowan's English qui elle je trouve fait des petits sketchs, en plus c'est très humoristique, c'est très court, où elle présente notamment, où elle dit bah voilà, ça c'est comme ça qu'on le dit et pas comme ça. Elle reprend les erreurs peut-être courantes qu'on fait en anglais. Et elle explique. Elle, pareil, il me semble qu'elle est américaine ou en tout cas anglaise. J'adore aussi apprendre l'anglais avec les tutos de Huito, où j'ai aussi d'ailleurs son bouquin, mais que j'ai pas fini de lire, donc je pourrais peut-être faire une prochaine vidéo pour vous en parler. Les Français. Et lui, ça va être plutôt peut-être au niveau de, on va dire, de l'anglais plutôt britannique que américain. Et enfin, Learn English with TV Series. En fait, ils se servent des films, de dessins animés, etc. pour reprendre en fait des expressions et vous montrer, bah voilà, comment on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire. Pour ce qui est de Instagram, je suis plusieurs comptes, dont notamment une amie en fait que j'ai découverte sur Instagram. Donc Géraldine, si tu passes et que tu vois cette vidéo, je te fais de gros bisous et je te remercie. C'est Spoke in the USA. On te permet en fait de revoir, donc pareil, les bases de la grammaire, vous apporter du vocabulaire, apprendre certaines, vous savez, expressions, donc les idioms. C'est une Française qui est installée aux États-Unis et donc elle explique et elle aide tout simplement les Français qui veulent apprendre l'anglais et elle donne plein de petits conseils, vraiment je vous recommande son contenu qui est vraiment génial. Ensuite donc il y a Peasy Anglais que j'adore, qui est donc à ce que j'ai compris une américaine ou une anglaise qui vit en France et qui donne des cours donc en anglais. Ensuite il y a Elf Teacher, lui aussi pareil donne notamment des expressions pour améliorer jusqu'au niveau C2, donnant bien sûr des mots dans un contexte, donc tiré d'un film. Ensuite encore deux derniers, English with TC, une professeure, et à Cambridge aussi permet donc de donner quelques expressions et pour préparer je crois notamment les diplômes qui sont liés au passage de la langue à Cambridge. Et enfin la dernière, Kinda Cozy, qui est plus, elle a l'air de donner des tips, on va dire plus sur le côté anglais british que l'anglais américain, mais où je trouve son compte aussi super, qui donne pareil, toujours des petits tips, comment se prononce ce mot-là, quelle est la bonne formulation de phrase, etc. Il y a ChatGPT. ChatGPT, c'est aussi génial pour apprendre une langue. Moi, des fois, je m'en sers pour lui demander de corriger mes fautes, notamment à l'écrit. Quillbot, que je trouve aussi super pour pouvoir corriger notamment un mot, des fois même vous aider à rédiger. Vous pouvez même mettre le mode fluency, plus professionnel, dans la vie de tous les jours. Ensuite, pour tout ce qui est application et site, j'adore donc Lingui. Moi, je le mets en français et en anglais. Ça permet de mettre le mot dans un contexte et après, vous avez plein d'exemples de phrases pour pouvoir savoir quel est le bon mot, dans quelle situation vous l'utilisez. Si vous avez besoin d'un site pour la traduction, je vous conseille DeepL. C'est pas parfait parce que même lui fait des erreurs. C'est mieux par exemple que Google Traduction. Et il y a le Cambridge Dictionary. J'ai pris il y a pas longtemps et je le trouve génial. En fait, je cherche les mots directement en anglais pour pouvoir savoir leur définition. Je l'utilise aussi beaucoup pour la prononciation des mots. Je cherche le mot et en fait après il y a une petite bulle avec donc la voix. J'ai juste à cliquer dessus et il me prononce le mot. Je peux choisir en plus l'accent. Il y a US et UK. Généralement, ce que je fais, c'est que je clique et je le réentends plusieurs fois. Et après, je fais ce qu'on appelle le shadowing, c'est-à-dire que je répète pour pouvoir avoir et le bon accent et en plus de ça mémoriser le mot. Et j'essaye après de faire une phrase avec donc Youglish qui permet des fois de retrouver les mots dans un contexte, par exemple un film, etc. pour pouvoir l'entendre prononcer. Et aussi pour la prononciation, il y a Forvo.com et aussi je trouve génial, vous tapez juste le mot et pareil vous pouvez écouter des mots pour savoir comment on les prononce correctement. Un autre site, le British Council Learn English Online, où vous pouvez tout travailler votre anglais, donc seul, où je crois pouvoir prendre des cours, en tout cas avoir accès à pas mal de ressources.
on va dire, élément que je mets en place. Et je me suis mise à regarder des films ou des séries en anglais avec les sous-titres en anglais. Au début, je suivais même pas un épisode entier. J'ai commencé par des séries parce que je trouvais ça plus facile, parce que comme c'est des petits épisodes, peut-être 45 minutes, c'était plus facile, on va dire, de suivre. Après les films, au début, j'ai commencé notamment à re-regarder des films que j'avais déjà vus en français, donc que je connaissais le contexte et de quoi ça parlait. Ça permet aussi d'habituer son oreille au rythme anglais et à la prononciation des mots. Et moi, je trouve que le fait d'avoir les sous-titres permet aussi, en tout cas moi je les mémorise comme ça aussi, de voir comment on les écrit et des fois de pouvoir lier le mot et à ce qu'on a entendu et en fait comment il s'écrit. Ensuite, il y a aussi lire en anglais. Quand je lis, en fait, pour moi, c'est un moment de détente, je lis beaucoup. Et en fait, en anglais, au bout d'un moment, mal après à rester dans l'histoire, on va dire très longtemps. Lisez juste une page au début. Lire, ça permet d'avoir du vocabulaire en plus, de voir comment sont construites les phrases. Shadowing, c'est-à-dire le fait de pouvoir recopier ce que vous entendez. Je vois un élément dans un film, un mot ou une tournure de phrase que j'ai pas, alors j'aime bien aussi la marquer. Je me sers beaucoup de Notion notamment pour justement travailler mon anglais et noter tout le vocabulaire, revoir les bases, les choses que j'ai besoin et si je cherche l'information, je sais qu'elle est écrite quelque part. Et en plus de ça, après, m'entraîner à le redire. Ça t'aide, on sait correctement les mots. Et enfin, peut-être dernière chose, c'est écrire un journal en anglais pour raconter notamment son quotidien ou même si c'est sans écrire son journal. Par exemple, je fais quelque chose dans la vie, je sais pas, je fais la vaisselle, je vais faire des courses. D'ailleurs, m'a été conseillé très chaudement par Géraldine, donc de la chaîne Spoke in the USA. Au début, vous allez chercher le mot, après, donc vous allez faire votre phrase avec. Et au fur et à mesure que vous allez refaire les choses et en parler, vous allez à chaque fois le réutiliser et apprendre du nouveau vocabulaire. Et c'est pas mal aussi pour s'entraîner à parler. Ensuite, il y a aussi le fait de trouver peut-être un correspondant pour parler en anglais. Moi, j'ai trouvé, c'est comme ça que je me suis fait mon premier ami américain sans être sur le sol américain, que j'ai rencontré quand je suis venue aux États-Unis pour la première fois à Chicago. En fait, on s'est rencontrés tous les deux sur une plateforme pour pouvoir en fait parler en anglais. Et on s'appelait en visio en 3 ans. Donc 2 ans avant que j'arrive aux États-Unis, on a commencé à parler anglais. Donc déjà là, c'était pas forcément très évident, je vous avoue. Quand je repense à ça, je switchais très souvent en français parce que il me manquait vraiment beaucoup de vocabulaire en anglais. Et maintenant, c'est simple, on parle beaucoup plus en anglais qu'on parle en français. Je regarde s'il me manque des questions. Alors, quelle différence fais-tu entre l'anglais que tu apprends dans les livres et l'utilisation à l'oral? Je pense que ça ne vient pas naturellement pour certains mots de les mettre dans le contexte et de les utiliser. Il y a des moments où j'apprends des choses et en plus, quand j'entends les gens me le dire, j'ai fait « mais ça, tu connais, tu l'as appris ». Mais moi-même, j'arrive pas à le réutiliser. Donc, je dirais qu'il y a un effort à faire pour après réutiliser de manière plus intense les mots tout simplement que tu apprends dans le contexte, on va dire vraiment pur d'apprentissage et après t'en servir pour tout simplement discuter en fait avec les autres et que ça te serve dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas bien sûr à partager vous-même vos techniques si par exemple il y a des choses dont j'ai pas parlé ou alors des choses que vous voulez peut-être que j'approfondisse, me voir poser des questions notamment à des Américains en anglais, ça pourrait être une prochaine vidéo ou carrément peut-être faire une vidéo où je vous explique, où je vous prends avec moi pendant une journée où par exemple on pourrait parler qu'anglais. Vous voulez qu'ensemble, je sais pas moi, on crée un groupe pour discuter en anglais. Que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider, de voir un peu mon retour. J'espère aussi que j'ai répondu à toutes vos questions, mais si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, je vous le dis, à partager vos méthodes, vos questions, votre ressenti, quel est votre propre niveau d'anglais, est-ce que c'est un objectif pour vous d'améliorer votre anglais, est-ce que vous voulez plus de vidéos en anglais? Si vous êtes intéressé pour le fait de faire un groupe pour parler en anglais et s'entraider, n'hésitez pas aussi à le dire. Je tiens quand même à le dire, les Américains adorent quand les Français parlent en anglais. J'ai généralement que des compliments quand je parle en me disant « Oh, j'adore votre accent, c'est trop beau ». Voilà. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se la faire en anglais pour que vous puissiez vous donner un petit aperçu de mon accent et de quand je parle en anglais. And I'm living in New Orleans, in Louisiana. And I would like to say I'm very happy to be here to share with you my experience and to share with you my level in English. I was very nervous at the beginning at this video because I'm not so confident. Thank you very much for watching this video. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures ici, donc aux États-Unis et notamment à la Nouvelle-Orléans. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Bye. Bon, déjà pas d'alligator, je pense pas avoir besoin de prendre ma caméra et de partir en courant. Il y a plusieurs fois dans cette vidéo où j'ai vu les éclairs
juste en face de l'autre côté du parc. Et oh, ok. Même mon téléphone ira en lame, j'aurais dit non, c'est bon, c'est plus possible. Voilà, il fait 33 degrés et ils annoncent justement des orages. Et là, on est en avertissement, donc canicule.